La relance de l'affaire du sang contaminé. Devant les protestations des familles des victimes, le ministre de la Justice, Dominique Perben, annonce un pourvoi en cassation contre le non-lieu prononcé la semaine dernière. Une énorme affaire d'arnaque au voyage organisé. La compagnie demandait 1000 à 6000 francs d'acompte, mais les séjours n'ont jamais eu lieu. Total, 1 millier de personnes piégées. La conférence sur le sida, comment expliquer la progression toujours plus rapide de l'épidémie alors que le prix des traitements a chuté. 3 questions ce soir à Michel Kashchansky. Nous irons aussi en Chine où le commerce du sang a contaminé 1 million de paysans. Le premier budget du gouvernement Raffarin, un budget 2003, régime maigre pour quasiment tous les ministères et pari sur la croissance. Les dépenses n'augmenteront en volume que de 0,2% en moyenne. Les vacances et le renouveau des pèlerinages, un quart de marcheurs en plus en 10 ans par exemple à Saint-Jacques-de-Compostelle. Nous verrons que la foi n'est plus une condition nécessaire. Le Tour de France enfin, victoire au sprint de l'Espagnol Oscar Freire à Sarrebruck en Allemagne. Pas de changement au classement général et toujours, nous le verrons, un énorme succès populaire. Bonsoir à tous, merci de votre attention. Ça n'est pas tout à fait une surprise. La colère des familles des victimes du sang contaminé a donc été entendue. Il y a un peu plus de 3 heures, le garde des Sceaux, Dominique Perben, a indiqué que le parquet général allait se pourvoir en cassation. Le non-lieu rendu jeudi dernier pourrait donc être annulé. Décision annoncée alors que ces mêmes familles manifestaient aujourd'hui à Paris. Dominique Verdaillan, André Issora. Le geste est symbolique. Le parent d'une victime du sang contaminé déchire sa carte d'électeur. 4 jours après le non-lieu général, la colère n'est pas passée. Devant le palais de justice de Paris, ils attendent alors la décision du garde des Sceaux. Et attendre, c'est pour eux une longue habitude. J'en ai peut-être marre aussi. Mais on s'accrochera tout le temps tant que j'aurai la santé qui me permettra de venir, et ben je m'attacherai parce que je ne peux pas laisser passer ça. Aux côtés des victimes du sang contaminé, celle d'autres dossiers toujours à l'instruction. Une peur partagée, que ce non-lieu s'applique aussi à l'affaire de la vache folle, du nuage de Tchernobyl ou de l'hormone de croissance. Nous devons nous mobiliser parce que demain, c'est toutes les victimes des drames sanitaires qui passeront au panier et je crois qu'il y aura plus, la santé publique ne sera plus protégée. S'il y a un non-lieu, c'est comme si c'était rien passé, les politiques ne sont pas responsables, les médecins ne sont pas responsables, personne n'est responsable des presque 8000 morts et ça, on ne peut pas tolérer ça. 2 heures plus tard, en visite à Londres, Dominique Perben annonce le pourvoi en cassation tant attendu. Pour le parquet général de Paris, ces moyens de cassation sont fondés sur l'insuffisance ou la contradiction de motifs et le défaut de réponse aux demandes des parties. Le dossier est juridiquement relancé. Les délais, je ne sais plus. Ça fait tellement longtemps qu'on est dans cette affaire, je ne peux pas vous les dire. Mais certainement encore 1 an et demi, je ne sais pas. Mais en tout cas, des délais très longs et très pénibles pour les victimes. La Cour de cassation ne statuera pas avant l'été 2003. Si elle annule le non-lieu, elle renverra le dossier à la chambre d'instruction pour un nouvel examen du dossier sur le fond. Un procès ne pourrait pas alors intervenir avant 2005. Et puis réaction des 2 principaux syndicats de magistrats, ils jugent que ce pourvoi est logique, mais ils s'étonnent que le ministre de la Justice soit intervenu lui-même. Autre décision très attendue dans le domaine de la santé, celle du comité d'éthique à propos de ce qu'on appelle les bébés médicaments, ces embryons sélectionnés pour devenir des donneurs potentiels afin de sauver un frère ou une sœur atteint d'une maladie grave. Inacceptable, indique le comité, sauf si l'aspect thérapeutique n'est pas la première des motivations. Autrement dit, l'affaire est complexe. Explication Jérôme Cheval. Tout à l'heure, arrive à l'hôpital, d'accord ? Ce matin, comme toutes les semaines, Aurélien et ses parents se rendent à l'hôpital. Le petit garçon est atteint depuis sa naissance d'une maladie génétique rare, une forme de leucémie à l'évolution presque toujours fatale, l'anémie de Fanconi. Depuis 4 ans, Aurélien subit toutes sortes d'examens et d'opérations, mais toute la famille vit dans la crainte du pire. Là, il va très bien, il court, mais demain, on va chercher une prise de sang, les plaquettes sont en chute, les globules blancs sont en évolution, c'est tout, c'est terminé. Moi, chaque fois qu'on fait une prise de sang tous les 3 mois, c'est toujours la peur d'aller rechercher les résultats. Pour Aurélien, la seule solution, c'est la greffe de moelle osseuse. Mais les cellules de ses 2 frères et sœurs ne sont pas compatibles avec les siennes. Il ne reste donc qu'un seul espoir à Pierre et Sylvie, mettre au monde un autre bébé, un bébé sélectionné pour sa compatibilité. La technique utilisée est le diagnostic préimplantatoire. In vitro, on féconde plusieurs ovocytes de la mère. Au 3e jour du développement des embryons, on prélève une cellule pour effectuer un test génétique. L'embryon réimplanté dans l'utérus de la mère sera celui qui sera compatible avec les cellules de l'enfant malade. Le diagnostic préimplantatoire ne s'applique en France que pour détecter une maladie génétique grave chez l'enfant à naître.
En aucun cas il n'est autorisé pour mettre au monde ce que l'on appelle un enfant médicament. Aujourd'hui pourtant, l'avis rendu par le comité d'éthique est plus nuancé. Avec un véritable projet parental et un strict suivi éthique, les parents comme ceux d'Aurélien auront la possibilité de solliciter les médecins pour mettre au monde un bébé qui aura la faculté de sauver la vie de son frère. Et pour clore ce chapitre, cette erreur de manipulation incroyable en Grande-Bretagne lors d'une opération de fécondation in vitro, un couple blanc a donné naissance à 2 jumelles noires. Sur place à Londres, Laurent Boussier. C'est le journal The Sun qui ce matin a sorti l'information. 2 petites jumelles noires nées dans un couple blanc après fécondation in vitro ou l'erreur impensable du NHS, le service public de santé britannique. Un cas rarissime, le premier dans le pays où les procédures de sélection, de conservation et d'identification du sperme des donneurs sont d'ordinaire très rigoureuses. C'est très probablement une erreur humaine, mais sans plus d'informations, je ne peux rien ajouter. Injection du sperme d'un donneur noir dans un ovule de la mer Blanche ou implantation par les médecins de l'embryon d'un couple noir dans le ventre de la mer Blanche, pour l'instant aucune explication n'a été donnée. De quoi inquiéter les quelques 27 000 couples britanniques qui chaque année ont recours à la fécondation in vitro. D'autant que derrière la tragédie vécue par les parents concernés se profile une importante bataille juridique. Le couple blanc a déclaré vouloir garder les jumelles, mais légalement les parents biologiques pourraient eux aussi réclamer la garde des enfants. Il y a 4 ans aux États-Unis, un cas similaire avait défrayé la chronique. Une mère blanche avait donné naissance au bébé noir d'un autre couple. Par la suite, la justice l'avait obligé à rendre l'enfant à ses parents biologiques. En France, cette escroquerie de grande ampleur montée par une agence de voyage près de Strasbourg. Les prospectus proposaient des tarifs très avantageux pour des croisières sur le Nil ou des séjours en Turquie. 1 millier de personnes ont envoyé des acomptes. Aujourd'hui, de voyage, il n'y en a pas et le gérant de l'agence s'est volatilisé. Séverine Lebrun, Charlotte Millet. Cela devait être un voyage de rêve, une croisière pharaonique dans la vallée du Nil. Mais 3 jours avant le départ, tout est annulé. Les époux Van Herweg exigent immédiatement des comptes de leur agent de voyage. Je lui ai demandé pour avoir le remboursement. Il m'a dit oui, il n'y a pas de problème. Quand la personne m'a dit que les chèques étaient prêts à être signés, mais que bon, la personne qui était allemande était en Allemagne, était malade, ne revenait pas, ne signait pas les chèques, était seule habilitée, on s'est dit, c'est bizarre. Plus que bizarre, c'est une arnaque. Le couple avait reçu une offre alléchante, un voyage offert pour un payant. Il saute sur l'occasion. Résultat, le couple a versé 1 200 € pour rien. Aujourd'hui, les locaux de la pseudo-agence de voyage sont totalement déserts. Le patron serait en cavale en Allemagne, avec en poche au moins 300 000 €. Pourtant, l'une des employées avait prévenu les clients. Ils ont porté plainte au commissariat. La police est venue plusieurs fois, mais ça n'a rien donné. Finalement, une enquête est ouverte. Près de 900 personnes dans toute la France ont été victimes de l'escroquerie. Pour éviter ce piège, un seul conseil des professionnels, s'assurer du sérieux de l'agence de voyage. Sur sa boutique, il doit avoir agence de voyage, c'est certain. Il doit avoir la licence, le numéro de licence. Il doit avoir la garantie financière affichée. Très souvent, c'est fait. Pour faire valoir leurs droits, les victimes ont décidé de se constituer en association et d'intenter un procès à l'escroc. À Montbrison, dans la Loire, c'est un réseau de cambrioleurs de haut vol qui est jugé depuis ce matin. On l'appelle le gang des châteaux. Statuettes, pendules, chandeliers. Là encore, des centaines de victimes ont été dénombrées, dont l'ancien président de la République, Valéry Giscard d'Estaing. Sur place, Yasmina Farber, Bernard Rappet. Le gang des châteaux sur les bancs du tribunal. 16 personnes, notamment des gens du voyage, qui écumaient les belles demeures de la Loire ou d'Île-de-France pour le compte d'un antiquaire installé en Belgique. Cornelius Martens achetait la cargaison des camions à un prix dérisoire. Son fidèle chauffeur italien, Mario Cipoletti, aura effectué une 40aine de livraisons. Butin estimé de ce trafic, 30 millions €. Des milliers d'œuvres, dont certaines ont pu être récupérées après l'intervention de la cellule des gendarmes, baptisée Château 78. L'enquête a duré pendant 2 ans, puisqu'elle a commencé en région parisienne avec une équipe qui était spécialisée dans les vols de pendules et de cartels. Ensuite, elle s'est déplacée sur la région de Rouen et finalement sur la région lyonnaise où nous avons installé les bases de cette cellule. En général, les trafiquants d'antiquités écoulent leur stock vers l'Italie ou la Belgique. Car en France, la réglementation est plus stricte.
Les antiquaires doivent tenir un registre de police avec la référence de l'œuvre, l'identité du vendeur et le prix. Si tout est en règle et que le brocanteur a malgré tout acheté un objet volé, il est considéré comme receleur de bonne foi. Globalement, le mois de juin a vu la délinquance reculer par rapport à la même période de 2001, si l'on en croit le ministère de l'Intérieur. Moins 7,38% en zone de police. C'est la délinquance de voie publique qui est en plus forte baisse. Vous savez que Nicolas Sarkozy avait annoncé la publication de chiffres tous les mois, comme pour le chômage ou l'inflation. Nicolas Sarkozy qui présentera mercredi, après-demain, au Conseil des ministres, son projet de loi sur la sécurité. Autre dispositif prévu dans les mois qui viennent, les SAVU. Service d'aide aux victimes d'urgence, une assistante immédiate aux victimes de cambriolage ou d'agression. Une première expérience est déjà en cours à Valenciennes depuis le 1er juin. Reportage Christelle Bertrand, Guillaume Viard. Oui, bonjour, Karine Monnier de l'équipe du SAVU. Je vous téléphone puisque vous nous avez appelé pour Madame Loulou. L'appel vient du commissariat. Une femme a porté plainte pour violence conjugale. Immédiatement, 2 juristes salariés de l'association se rendent sur place. À Valenciennes, l'aide d'urgence aux victimes n'existe que depuis le 1er juin et fonctionne déjà à plein régime. Les appels les plus fréquents sont pour des violences volontaires, que ce soit dans un cadre intrafamilial ou extrafamilial. S'entretenir au plus vite avec les victimes. La démarche est nouvelle, bien accueillie par les policiers. Elle bouscule quand même un peu l'organisation du commissariat. Ici, là, dans ce local. Si on n'avait pas un petit bureau, ça aurait été plus Vous voulez mon bureau, par exemple? Si vous nous le prêtez, ce serait vraiment gentil. Pendant une demi-heure, la victime explique sa vie, se confie, trouve une oreille attentive qui ne va pas la juger. Ouais, parce que quand même, il faut se libérer un petit peu. Ouais. Ça fait du bien. Parce qu'on ne sait jamais à qui parler, de toute façon. À l'usine, on ne peut pas. Aux collègues de travail, on ne peut pas. Une des 2 juristes mène l'entretien, donne des conseils juridiques et assure aussi un soutien psychologique. Mais là, il faut penser à vous. Vous faire aider et puis que les gens prennent soin de vous et puis de vous penser à vous uniquement. Au fil de l'entretien, la victime reprend confiance. Elle sait maintenant que le SAVU va assurer le suivi de sa plainte et surtout être disponible dès qu'elle en a besoin. Depuis 1 mois et demi, le SAVU s'est déplacé plus de 100 fois, appelé soit par la police ou la gendarmerie. L'aide aux victimes est aujourd'hui une priorité, au même titre que la prise en charge des agresseurs. L'avocat intervient à la première heure de garde à vue. Il fallait donc rétablir cet équilibre pour que la victime ait, elle aussi, son assistance à la première heure, je dirais, dès la commission de l'infraction. Le SAVU de Valenciennes fait école. Bientôt Blois, Mulhouse, Bordeaux et Marseille auront le leur. Et un numéro national d'aide aux victimes est d'ores et déjà en place, le 0810 09 86 09, 0810 09 86 09. Un accident de train qui met en cause les dispositifs de sécurité, en tout cas d'après les cheminots. Une touriste américaine de 22 ans en vacances avec sa sœur dans le Pays Basque a été happée en gare d'Hendaye. Elle est descendue du mauvais côté du wagon à l'arrêt en gare. Depuis hier, la CGT appelle à la grève. Sur place, Caroline Femme. Gare d'Hendaye-Plage, les trains roulent ici entre 40 et 90 km/h. Seule signalisation, un pictogramme qui clignote avant le passage des rames. Les cheminots sont persuadés qu'une présence humaine est indispensable. La personne effectivement est descendue à contre-voie, mais s'il y avait eu un agent SNCF de ce côté-ci, quand elle a ouvert la porte, l'agent SNCF lui aurait dit ou aurait sifflé en lui disant attention, il y a un train qui arrive, donc la personne se serait peut-être mise en arrière. Et les cheminots n'ont cessé de le répéter face à la direction dans une ambiance tendue. Ce soir, la décision est tombée. Un agent sera présent pendant tout l'été pour assister les usagers. Reste une question pour l'avenir, le verrouillage des portes des TER. La dernière proposition qui est à plus long terme, c'est de permettre aux conducteurs de fermer les portes côté entrevoie comme ça se fait dans les TGV. Techniquement, sur les autres types de matériel, TER et train corail, c'est possible. Après, c'est une volonté de la direction de le faire ou de ne pas le faire. Chaque matériel a ses caractéristiques techniques, chaque série de matériel. Et donc, il n'y a pas une réponse unique, il n'y a pas une solution simple, sinon on l'aurait déjà fait. D'autres aménagements sont nécessaires. Personne n'oublie que dans cette gare, il y a 4 ans, une autre jeune fille était morte, happée par un train.
Un spectaculaire incendie dans la Somme, celui de cette usine de lait en poudre. La fumée est visible à des dizaines de kilomètres à la ronde. Les salariés ont été évacués. Pas d'indication pour l'instant sur les raisons du départ du feu. Il n'y aurait aucun blessé. Plusieurs brigades de pompiers étaient toujours à l'œuvre en fin d'après-midi. Et une image d'amitié à propos de soldats du feu, celle de ces pompiers new-yorkais arrivés en France ce matin pour officialiser un jumelage avec leurs homologues parisiens. Avec eux également des familles de collègues disparus le 11 septembre. Rappelons que 343 pompiers ont péri dans l'effondrement des tours jumelles du World Trade Center. Et ce drame vire à la polémique. D'après le New York Times, un tiers d'entre eux auraient pu sortir vivants du désastre si leur talkie-walkie avait fonctionné normalement. Sur place à New York, Pascal Golomer, Tristan Lebras. La première tour s'effondre. Il est 9h59. Parmi les pompiers montés dans les étages de la deuxième tour, beaucoup ne le savent même pas. 121 d'entre eux périront 29 minutes plus tard, faute d'avoir reçu l'ordre d'évacuer. La longue enquête du New York Times le prouve. Le système de télécommunication n'a pas fonctionné. Un système vieux de 15 ans avec des appareils radio démodés, de quoi aggraver une situation déjà très confuse. Nous avons une femme officier de police bloquée dans l'une des tours. Parle-nous, dis-nous où tu te trouves, à quel étage? Mauvaise coordination également entre pompiers et policiers qui rechignent à travailler ensemble. Vieille rivalité. Les deux postes de commandement étaient d'ailleurs séparés l'un de l'autre le 11 septembre. Et lorsqu'un de leurs hélicoptères donne l'alerte sur le prochain effondrement de la deuxième tour, les policiers recevront l'appel. Les pompiers n'entendront rien. Les deux systèmes radio ne sont pas compatibles. Absence totale de coordination enfin, car beaucoup de pompiers qui n'étaient pas de service sont venus tout de même, par devoir. On ignore toujours aujourd'hui combien d'hommes étaient sur place ce jour-là. Les pompiers et leurs familles attendent désormais le résultat de l'enquête officielle en cours. Ils attendent surtout des changements importants dans l'organisation des secours. 343 pompiers et 23 policiers ont péri le 11 septembre. En bref, encore à l'étranger, 3 arrestations au Pakistan dans l'enquête sur les récents attentats contre un quart d'ingénieurs français et contre le consulat américain. Les 3 hommes sont membres d'un mouvement illégal dont le nom n'a pas été donné. Ils étaient recherchés depuis plusieurs jours. D'importantes quantités d'armes auraient également été saisies. Le terrorisme encore, cette fois en Algérie. 2 hommes et 4 enfants, des bergers, ont été égorgés dimanche par un groupe armé près de Médéa, à 80 km au sud d'Alger. Attentat attribué au GIA. Les suites de la conférence de Barcelone sur le sida, on verra dans un instant comment expliquer l'accélération de l'épidémie. D'abord le constat avec cette déclaration sans détour du directeur exécutif d'ONU SIDA, Peter Piot. Le monde a laissé le sida submerger l'Afrique subsaharienne. Ne restons pas passifs pour les autres continents. Fin de citation. C'est effectivement l'enseignement de cette 14e conférence. C'est maintenant en Europe de l'Est et en Asie que le virus se propage le plus rapidement. Exemple, la Chine, où le commerce du sang provoque un scandale que les autorités essayent toujours d'étouffer. Dernière estimation, il est question d'1 million de paysans contaminés. À Pékin, nos correspondants Philippe Rochaud, Sylvain Giob. C'est la rééducation des toxicomanes dans les environs de Pékin. Dans ce centre modèle, les autorités ont voulu nous montrer que ces 200 malades étaient parfaitement contrôlés au niveau du sida. Car d'après les chiffres officiels, près de 70% des victimes du sida en Chine le sont à cause du trafic de drogue. Mais l'autre trafic mortel, c'est carrément celui du sang, qui a fait des centaines de milliers de victimes chez ces paysans du Henan. On leur réinjectait une partie du liquide après en avoir extrait le plasma pour, dit-on, leur redonner la force, car ils vendaient beaucoup de sang. C'est comme ça qu'ils ont été contaminés. Je n'avais pas d'argent pour élever mes jumeaux. Alors on a vendu notre sang pour acheter du lait en poudre. Plus tard, mon mari a eu des nausées, des diarrhées. Puis il s'est couvert de plaques et il est mort. Alors les paysans du Henan qui se sentent oubliés osent aujourd'hui braver le pouvoir central comme ce père et sa fille. Et ils viennent à Pékin demander au moins qu'on les aide à se soigner, car les autorités locales voudraient étouffer l'affaire. Pour la soigner, on nous demande 4 ou 5 millions de yuan. Mais l'hôpital chez nous n'a pas d'équipement. On fait des transfusions sans même avoir la sagesse de contrôler le sang. La pandémie du sida pourrait toucher 20 millions de Chinois d'ici l'année 2010,
car l'information sur ces dangers n'en est qu'à ses débuts. Avec ce spot sur la prévention qui demande aux gens de se protéger, la Chine reconnaît pourtant que la maladie s'est bien installée dans l'empire du milieu. Alors où en est la recherche contre le sida? Où en sont les traitements? Image d'abord de cette opération d'Act Up Paris qui a mis à sac le stand du laboratoire Roche à Barcelone, lieu de cette conférence. Les militants demandent à la multinationale d'abaisser les prix des nouveaux traitements baptisés T20. On va en parler de ces traitements dans un instant avec vous, Michel Kazatchkine. Bonsoir, vous êtes professeur à l'hôpital Georges Pompidou à Paris, président du Fonds mondial contre le sida et donc en duplex avec nous de Barcelone. D'abord, on va voir justement qu'une des nouveautés depuis la dernière conférence, c'est que les laboratoires ont accepté de diminuer, parfois de faire chuter les prix des traitements. Explication Sophie Rodier. Un chant de victoire destiné à tous les malades du sida du tiers-monde. C'était en avril 2001 à Pretoria en Afrique du Sud. Après 3 ans de procédure, le gouvernement obtenait l'autorisation de fabriquer des médicaments génériques contre le sida. Les malades sud-africains vont avoir accès à des médicaments, pas simplement les malades du sida, mais aussi l'ensemble des malades sud-africains, puisque cette loi elle concerne tous les médicaments, et qu'à l'instar de l'Afrique du Sud, tous les gouvernements qui aujourd'hui se sentent concernés par l'accès aux médicaments de leur population vont pouvoir faire la même chose. 1 an plus tard, seuls 3 pays fabriquent ces médicaments génériques. Inde, Thaïlande, Brésil, des médicaments réservés au seul marché intérieur, leur exportation est illégale. Résultat, sur les 40 millions de personnes infectées dans le monde, seuls 230 000 malades, c'est-à-dire 4%, bénéficient d'un traitement approprié. De bien maigres avancées. À Barcelone, 14 ans après la première conférence internationale sur le sida, les associations font les comptes. Il faudrait 10 milliards de dollars chaque année pendant 10 ans pour espérer endiguer l'épidémie. Alors Michel Kazatchkine, c'est seulement, j'allais dire, entre guillemets, un problème financier. Comment expliquer sinon que ces traitements beaucoup moins chers ne puissent pas arriver dans les pays qui en ont besoin? Ce n'est pas seulement un problème financier, mais c'est beaucoup un problème financier. Vous l'avez dit, les traitements ont baissé considérablement en prix. Les trithérapies étaient il y a 3 ans à environ 10 000 $ par an. Elles sont maintenant accessibles à près de 500 $ par an. Mais ces 500 $ par an, ou disons 1 $ par jour pour le traitement, c'est tout de même encore beaucoup trop pour la plupart des pays pauvres de la planète. Donc il faut trouver des financements complémentaires. Ce sont ces 7 à 10 milliards que vous venez de mentionner. Une partie de cet argent va venir avec cet effort de solidarité extraordinaire et nouveau qu'on appelle le Fonds global, mais ce ne sera pas suffisant. Il faudra d'autres financements. Il faudra aussi que les États dans ces pays, comme s'y sont engagés les chefs d'État africains, augmentent leurs propres investissements dans la santé. Et puis à côté de ces problèmes de coûts, il faudra bien sûr améliorer encore le circuit de distribution des médicaments, les infrastructures médicales. On n'est pas encore prêt à monter très rapidement à l'échelle très large de mise à disposition des traitements dont on a besoin. Et pourtant, c'est une urgence. Cette situation que vous dénoncez ici, c'est vraiment le cœur du problème auquel la communauté internationale est maintenant confrontée. Plus globalement, est-ce qu'on peut dire que le sida est un problème réglé dans le Nord, dans les pays du Nord, dans les pays développés, qui ne concerne que le Sud? Non, le Sud, c'est la région du monde où maintenant l'épidémie se développe et où elle se propage très rapidement et très dangereusement, avec un impact humain, économique, social, démographique considérable. Dans le Nord, il ne faut pas croire que les problèmes sont réglés. Il y a d'abord des incertitudes sur ce que sont les trithérapies, 6 ou 7 ans après leur introduction. Pour l'instant, dans la très très grande majorité des cas, les gens qui prennent ces traitements se portent bien. La mortalité continue d'être réduite de plus des 3/4 avec les traitements par rapport à ce qu'elle était avant l'arrivée des trithérapies. Mais il s'installe des résistances des virus aux traitements. Les traitements entraînent des complications, des difficultés de tolérance. Et nous gardons encore une certaine perplexité, une incertitude sur l'avenir. Et puis de plus, dans le Nord, on voit maintenant des signes inquiétants de reprise épidémique, comme vous le savez, et de démobilisation vis-à-vis de la prévention. Dans ce cadre-là, est-ce que ces nouveaux traitements baptisés T20 sont effectivement miraculeux, comme le disent les laboratoires? Est-ce que c'est un vrai espoir? Non.
Non, je ne dirais pas cela. Je suis très heureux qu'il y ait un nouveau médicament qui arrive. C'est un médicament totalement différent des médicaments dont on disposait jusqu'à présent. Mais c'est un médicament d'abord qui n'est pas simple à administrer puisqu'il est injectable. C'est un médicament que nous allons utiliser pour l'instant uniquement chez les malades du Nord en grand échec thérapeutique. Et ce n'est certainement pas un médicament qui à court terme apporterait la solution au problème. C'est un médicament de plus, mais un médicament très intéressant dans la palette des traitements du virus dont on dispose actuellement. Merci, professeur Kazatchkin, d'avoir quitté quelques minutes la conférence que vous animez en ce moment à Barcelone pour venir nous parler. On revient en France, mais on reste dans le domaine de la santé avec la grande misère des hôpitaux pendant l'été. Pénurie d'infirmières, médecins en congé. La situation est traditionnellement difficile à cette époque, mais cette année, l'application des 35 heures complique encore les choses, à tel point que certains grands patrons, comme on dit, en sont réduits à lancer des appels à la population. On écoute pour commencer le professeur Étienne Tissot à Lyon. Nous voudrions dire à tous nos concitoyens que les urgences seront assurées comme tout au long de l'année, par les mêmes médecins que pendant l'année. Mais nous pouvons demander à ces concitoyens de venir à l'hôpital lorsque véritablement ils ont une urgence, d'essayer en cas de consultation non indispensable ou non urgente véritablement, de suivre les procédures habituelles et d'aller voir leur médecin traitant ou de prendre un rendez-vous normal aux consultations hospitalières. Voilà, appel à la raison, n'encombrez pas les hôpitaux pour rien, c'est le message. On va voir précisément l'état des lieux, enquête à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, Sophie Mézel, Patrick Desmully. J'ai peur qu'il passe encore en crise. Oui monsieur, mais vous voyez, il y a tout le monde qui arrive en même temps là, c'est difficile à gérer. Dès qu'on a un brancard, on va allonger, mais on n'a plus de brancard. Rien d'inhabituel pour un lundi de juillet. Les services d'urgence de l'hôpital Saint-Antoine sont déjà saturés depuis belle lurette, conséquence de tellement de petites choses qui en été ne tournent plus rond. Votre Pierre, le gros ongle qui a été arraché par une porte, c'est assez grave. Il ne soigne pas, il faut se faire inscrire d'abord et attendre. L'urgence, ça veut dire urgent en général. Allez, 1, 2, 3. Les urgentistes, qui ne devraient travailler que 48 heures, en font souvent 70 voire 80 par manque de moyens, manque de cohérence aussi. Certains patients auraient habituellement consulté leur généraliste, mais les vacances aidant et en l'absence de remplaçants, ils se retrouvent dans ces couloirs des heures durant. Comme en prime, les hôpitaux ferment de plus en plus de lits pendant cette période pour des raisons de rentabilité. Les urgences s'engorgent chaque jour davantage. Au revoir. C'est compliqué de trouver des lits? Très difficile. Pourquoi? C'est impossible presque. C'est impossible. À Saint-Antoine, c'est déjà un tiers des lits de médecine générale et 15% des lits de chirurgie qui sont momentanément indisponibles. Alors pour réussir à travailler, il faut souvent compter sur le système D et la bonne volonté du personnel médical. Ce que l'on voit là, on le voit partout en France, y compris dans des hôpitaux, sur des villes par exemple du littoral, où la population est multipliée parfois par 10 et où les structures hospitalières n'ont pas ouvert de lit pour autant. La situation est tellement chaotique qu'il va bien arriver un jour où tout va exploser. Chaque urgentiste s'occupe de 30 à 40 patients par jour, la limite absolue, disent-ils, avant de péter les plombs. Économie, toujours avec les premières annonces concernant le budget 2003. C'est l'un des principaux défis lancés au gouvernement. Comment concilier la baisse des impôts avec les promesses européennes de réduction des déficits? Réponse, à l'exception de quelques secteurs, les ministères devront se serrer la ceinture. David Boéry. Jean-Pierre Raffarin l'a envoyé samedi. Tous ses ministres l'ont officiellement reçu ce matin. La lettre de cadrage pour le budget de l'État en 2003 fixe une règle, la maîtrise des dépenses. Globalement, elles ne devront progresser que de 0,2% l'année prochaine. Avec cette enveloppe budgétaire quasi stable, Jean-Pierre Raffarin entend toutefois financer 5 priorités. La justice, la sécurité publique, la baisse des charges sociales, l'équipement militaire et l'aide publique au développement. Des priorités qui se traduiront par une augmentation des dépenses dans ces secteurs. Partout ailleurs, l'État devra faire des économies. La lettre de cadrage confirme notamment que dans la fonction publique, les départs à la retraite ne seront pas systématiquement remplacés. Pour construire son budget, le gouvernement fait un pari. Il prévoit une croissance économique de 3% l'année prochaine, soit 2 fois plus que cette année. Un pari jugé audacieux par de nombreux économistes. Le gouvernement ne parle plus de son engagement européen, l'équilibre budgétaire en 2004.
Et une confirmation avec cette dernière minute, le paiement du 3e tiers des impôts est bien reporté du 15 septembre au 15 octobre. Ça, c'est une lampe qui a cassé, ça n'est pas grave. Politique encore avec la contribution de Michel Rocard au débat sur la reconstruction de la gauche. L'ancien Premier ministre prône un virage à la Tony Blair et souhaite tout simplement la fusion du PS, du PC et des Verts dans un grand parti de la gauche. Tribune dans le journal Le Monde. Politique et justice, le parquet de Paris a requis tout à l'heure le renvoi en correctionnel des anciens ministres Renaud Donnedieu de Vabre et François Léotard dans l'affaire du financement de l'ex-parti républicain. C'est maintenant au juge de se prononcer. Côté patronat, Ernest-Antoine Sellière indique qu'il est candidat à sa propre succession à la tête du MEDEF en 2003. Lors de cette conférence de presse, le patron des patrons a aussi invité le gouvernement à beaucoup agir et à beaucoup oser. Il s'est aussi prononcé pour que l'évolution du SMIC soit désormais annualisée et fixée non plus par le gouvernement, mais par une commission d'experts indépendants. Un nouveau dispositif pour améliorer la sécurité dans les piscines. Plusieurs accidents, vous le savez, ont été signalés récemment. Il s'agit en l'occurrence d'un dispositif vidéo. Il est déjà en place dans une vingtaine de piscines municipales. Exemple à Saint-Germain-en-Laye. Reportage Laura Kiatowski, Bernie Mériot. Nager, vous êtes filmé. Sans le savoir, ces baigneurs de Saint-Germain-en-Laye sont épiés par Poséidon, un système sophistiqué de vidéosurveillance sous-marine. Démonstration avec un mannequin. La caméra a repéré un corps inerte resté sous l'eau plus de 10 secondes. Elle réagit. Et grâce à leur écran de contrôle, les maîtres nageurs savent immédiatement où intervenir. Ça nous permet de visualiser d'ici la fosse, qui est très profonde, sans avoir à se déplacer et pouvoir ainsi garder une surveillance devant nous, face à nous. Une sorte de troisième œil qui donne aux sauveteurs plus de chances d'agir dans les 3 minutes, au-delà desquelles une noyade est souvent mortelle. Une menace qui concerne en premier lieu les enfants. On ne peut pas être partout, on ne peut pas être aussi bien dans l'eau qu'à l'extérieur, et puis il suffit d'avoir plusieurs enfants, on ne peut pas avoir les yeux partout. Une fois on était dehors, et il avait son beeper qui a sonné. Il surveillait la piscine de dehors alors que son collègue était à l'intérieur, et ça lui a permis de venir tout de suite, trouver le problème. Il a enlevé tout, il a sauté pour sauver quelqu'un qui en fait faisait semblant. Mais c'est quand même rassurant en tant que mère. Et pour surveiller les enfants de plus près encore, la piscine de Saint-Germain installera dans 2 semaines des caméras aériennes pour garder l'œil sur tous et à toutes les profondeurs. Les vacances toujours, le week-end dernier a été l'un des plus denses en ce qui concerne la circulation. De plus en plus, vous le savez, les autorités encouragent les conducteurs à se reposer. Au fil des ans, les aires d'autoroute sont quasiment devenues des lieux de vacances à part entière. 24 heures de la vie derrière les glissières à Saint-Rambert-d'Albon sur la 7. Reportage Amaury Guibert, Ludovic Tourte. Sur l'autoroute du Soleil, un jour de grand départ. Toutes les heures, 5000 véhicules filent vers le sud et la mer. Et sous les grandes chaleurs, le vacancier se fatigue. À l'heure du déjeuner, sur l'aire de repos, l'objectif, c'est de récupérer. C'est l'apéritif. Et puis après un petit sandwich, et puis voilà, avec de l'eau. Pour d'autres, le menu est plus élaboré. Salade de nouilles. De pâtes. Oui, de pâtes. Parce que les nouilles, voilà, c'est des nouilles. c'est bon. Et après, qu'est-ce qu'il y a? Rôti de porc confit. Voilà. Alors justement, toi tu me demandais comment c'était fait. Il faut le rôti. Tout cela met l'eau à la bouche. Pour la version industrielle, il faut voir. À la cafétéria, on sert 3000 personnes par jour, ce qui nous fait 600 kilos de frites et beaucoup de steak haché. On en prépare autour d'une centaine, bien largement, 100 à 150. Sans compter les entrecôtes que l'on passe à côté. Le déjeuner est passé. En début d'après-midi, il est lentement digéré. La sieste a terrassé le vacancier. Tout va bien. Il va falloir qu'on l'arrête d'ailleurs. C'est le premier jour des vacances. Arriver en vacances. Ceux qui roulent ont pris d'assaut les pompes de la station. Les cuves sont pleines, et heureusement. En période creuse, la plus petite journée, ça doit se situer de l'ordre de 20 000 litres. Donc on passe à 10 fois plus. Quoi. Voilà, 20 000 à 200 000, mais enfin 200 000 c'est 5 fois par an. Hein. À la nuit tombée, le parking de l'Air a pris des allures de terrain de camping. Nuit à la belle étoile pour certains, ou au chaud, dans la caravane. Il est maintenant plus de 3 heures du matin, l'heure des vacanciers noctambules et heureux. On a assez d'essence, ma femme va bien, tout va bien et en plus, le café est bon. Il n'y a pas de relâche sur une aire d'autoroute, c'est 24 heures sur 24.
Et pour le ménage, il ne faut pas forcément compter sur les automobilistes. Vous voyez bien comment c'est par terre. On ne peut pas nettoyer comme on veut parce qu'il y a une marche dedans et tout. À 6 h du matin, le spectacle n'est pas réjouissant. Le jour s'est levé, sur l'aire de Saint-Rambert, une nouvelle journée de grand départ commence. Une nouvelle fois, 30 000 vacanciers sont attendus. Une façon de passer ses vacances qui attire à nouveau les faveurs du public, le pèlerinage. Exemple avec le plus connu d'entre eux, Saint-Jacques-de-Compostelle, 25% de marcheurs en plus depuis 10 ans. Alors qui sont ces nouveaux pèlerins? Éléonore Gay et Nima Rahine ont mis leurs baskets et pris leurs baluchons. Reportage. Au Puy-en-Velay, le chemin vers Saint-Jacques commence au point le plus haut de la ville, la cathédrale. Que le Seigneur dirige notre chemin et nous conduise au salut. Il est 7 h, 20 pèlerins reçoivent la bénédiction avant ce voyage qu'on dit initiatique. J'espère aller jusqu'à Roncevaux. Je marche seul, mais pas vraiment. Je crois qu'il y a souvent une motivation profonde. Si c'est simplement pour une balade, il y a des tas de balades à faire un peu partout. On fait le tour du Mont Blanc ou je ne sais quoi. Mais là, emprunter le chemin de Saint-Jacques, il y a quand même un désir de trouver une vie plus profonde, une vie spirituelle, un changement dans sa vie, quoi. Premier tampon sur la crédentiale, le passeport du pèlerin. Bien d'autres suivront au fil des 1600 km de marche vers l'Espagne. Michel espère gagner Saint-Jacques en 44 jours, une quête solitaire à laquelle elle se prépare depuis longtemps. Je ne sais pas si c'est véritablement une recherche, non, c'est plutôt une envie de poser ses valises, une envie d'avoir du temps pour penser à Dieu, aux autres, à ma famille, à mon travail. Tous les passants de Compostelle ne sont pas des croyants. Randonneurs, amateurs d'art ou d'histoire, ils viennent à pied, à cheval ou en tandem, comme cette famille australienne. C'est la seule occasion de notre vie, pour notre fille et nous, de nous retrouver et de faire quelque chose en famille, de profiter de cette chose unique au monde. Sur le chemin, chacun son rythme. Qu'on soit pèlerin ou randonneur, après 6 ou 7 heures de marche, c'est la même fatigue. Ses amis anglais l'oublieront autour d'une bière. Michel, dans la contemplation d'un paysage presque sauvage. Eh bien, c'est une vue magnifique. Il y a une centrale électrique. Je vais changer de direction pour ne pas la voir. Voilà. Donc là, j'ai un arbre, une vue magnifique et pour une première journée, c'est bien. Et c'est au pied d'une chapelle que Michel passera sa première nuit. Des nouvelles du lac du Mont-Rose qui menaçait, vous le savez, un village. Eh bien, les pompes ont bien fonctionné. L'essentiel du lac a été évacué. L'essentiel de l'eau a été évacué vers les cours d'eau avoisinants. Le village n'est plus menacé. Sport cyclisme, le Tour de France. Victoire au sprint de l'Espagnol Oscar Freire à Sarrebruck en Allemagne. Le Suisse Bertogliati conserve le maillot jaune. Julien Hérichon, Abdelzouyech. Un très bon anniversaire à Eric Zabel. A priori seulement, ce devait être du grand art. La journée parfaite pour Eric Zabel, qui à 32 ans pouvait viser la victoire d'étape chez lui en Allemagne, histoire de troquer le vert de son maillot contre le jaune du bonheur. Si tout va bien, je peux endosser le maillot jaune. Mais c'est possible qu'après 5 km, il y ait une échappée, qu'elle travaille dur, qu'elle aille jusqu'au bout. Ça sera difficile. Sur les routes allemandes, ce sont plutôt les Français qui ont vu les choses en grand. Bergès, Chavanel, accompagné du Norvégien Ushoft, tentent de s'échapper sans succès. Le Tour a cela de magique qu'il passionne toujours autant les foules, même au-delà des frontières. Les Allemands aiment la grande boucle et ils aiment Eric Zabel. En l'absence de Jan Ullrich, Zabel fait sprinter le cœur des filles. Je l'aime, cet homme. Les roses de la Team Télécom ont fait leur travail, rien à redire. Eric Zabel en vert s'est dépensé, c'est vrai, mais c'était sans compter sur Oscar, sacré Lascar. Oscar Freire, l'Espagnol, champion du monde, qui devance McEwen et Zabel, le malheur des uns faisant le bonheur des autres. À Sarrebruck, Eric Zabel termine en vert et le Suisse Bertogliati conserve le maillot jaune.
Football, Roger Le Maire n'est pas le seul à avoir des soucis au sein de la fédération. Claude Simonet, le président, est également sur la sellette. Les représentants du football amateur ont refusé de voter son budget, en cause notamment ses notes de frais et en particulier un repas de fête à 55 000 francs le soir de la défaite des Bleus face au Sénégal. Christophe Duchion. Ce 31 mai 2002, après la défaite en Coupe du Monde face au Sénégal, toute la France du football, les joueurs, les supporters, les amateurs, les femmes et les enfants, tout le monde est resté sur sa faim. Enfin presque tout le monde, car pour le président Simonet, c'était l'heure de se mettre à table. Je crois que ça va nous faire prendre conscience que le groupe doit se serrer les rangs et puis gagner les 2 prochains matchs. Comme le révélait le journal du dimanche dans son édition d'hier, au soir de ce pitoyable échec, le président retrouve son coup de fourchette. Résultat des bourses, l'addition est salée. Pour 5 convives, 6 881 €, soit un peu plus de 45 000 francs, service compris. Avec une bouteille de Romanée Conti à 4 800 €, millésime 98, l'année où la France est championne du monde, c'est que le président est un sentimental. Et les mauvaises langues, qui ne manquent pas, prétendent que M. Simonet s'est davantage dépensé financièrement que ses joueurs sur le terrain. C'est rien de le dire, mais le train de vie dispendieux du président de la fédération, déjà épinglé par la Cour des comptes en 2001, commence à donner des écorts d'estomac, y compris parmi les cadres du foot français. En général, les responsables bénévoles de football sont toujours choqués quand ils voient que des sommes importantes sont dépensées, qui pourraient aller un petit peu dans les escarcelles des clubs amateurs, qui eux en feraient un usage de formation, voilà. Je n'ai pas envie de vous donner un nom aujourd'hui. Vendredi dernier, le président Simonet ne voulait pas donner le nom du successeur de Roger Le Maire. Le lendemain, son budget prévisionnel était refusé par les dirigeants du foot amateur. Aujourd'hui, il refusait de répondre à nos questions. Pour conclure, disons quand même que quand on fait passer les papilles de la nation avant l'intérêt supérieur du foot français, il y a sans doute un problème. Les festivals de l'été, ce soir nous allons à Aix-en-Provence, place à la tradition avec Tchaïkovski. Michel Monpontet, Philippe Luzzi sur place. Dans la nuit d'Aix, dernier réglage pour la 2e production de ce festival 2002. Dépassée, la tempête provoquée par le balcon de Peter Edves place donc au calme et à la volupté. Dans la fosse, les musiciens sont jeunes, le chef aussi. Une certaine relation avec le plaisir et sa légèreté. Nous jouons presque tous cette œuvre pour la première fois et bien sûr nous avons la fraîcheur de regarder l'œuvre sans aucune idée préconçue. Nous regardons la partition, il nous arrive même de trouver des idées vraiment folles. C'est peut-être plus dur à faire si vous avez le poids d'une très longue tradition sur les épaules. Onegin ou la chronique des amours manqués. La musique de Tchaïkovski est comme un joli verger fleuri, mais planté sur les flancs d'un volcan. Eugène Onegin, la mort et l'amour, comme 2 danses qui se ressemblent tant. La belle Tatiana et Onegin ne s'aimeront jamais. Et Tchaïkovski fit de ce silence glacé une somptueuse musique. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À suivre la météo, Isabelle Martinez, ça se gâte. L'info sur France de minuit 40, dernier journal, dès 6h30 télématin. Jeff Wittenberg recevra Jean-François Copé, porte-parole du gouvernement et secrétaire d'État en charge des relations avec le Parlement, aux 4 vérités. On se quitte avec ces images de pêche à la mouche, championnat du monde dans les Vosges, sur le lac de Longemer. La France est quasiment assurée de remporter le titre, en collectif et en individuel. De la belle ouvrage. À demain.